mon optimisme tient dans la certitude suivante. L'Empire romain est tombé, donc la Macronie tombera. Si c'est le souci. Et le progressisme technocratique tombera pour dépersonnaliser le propos. Ensuite, les phases de transition sont pas toujours agréables. Donc, il appartient à ceux qui se veulent élite de rechange d'être capables de se préparer mentalement à exercer des responsabilités en restaurant véritablement non seulement l'imaginaire, mais la pratique démocratique. Si on y croit, je suis de ceux qui y croient. La classe dirigeante européenne a cru, et croit encore, pouvoir mater les rebelles en se tournant vers l'état de droit. À certains égards, elle verse dans le pessimisme actif, elle envisage déjà la perte du pouvoir gouvernemental et législatif, et pour cela, veut faire en sorte que même chassée du pouvoir, elle le conserve néanmoins à travers son emprise sur l'administration et le système judiciaire. Mathieu Bocoté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, essayiste, éditorialiste. Vous publiez Les Deux Occidents aux Presses de la Cité. Pourquoi avez-vous écrit cela ? Alors, je pense que nous sommes dans un moment de bascule historique. Je cherchais à comprendre, en fait, ce moment très particulier, à la fois sur le plan, n'abusons pas du mot géopolitique, mais géopolitique, c'est-à-dire une rupture très nette, une radicalisation de la faille atlantique, entre d'un côté l'Amérique trumpienne et de l'autre côté l'Europe progressiste. Et par ailleurs, voir comment on est au moment de bascule à l'intérieur même des sociétés européennes avec la poussée qu'on a appelée populiste au fil des ans, populiste, identitaire, conservatrice, et la crispation oligarchique de l'élite européenne qui s'est dit « non passaran, ces gens-là ne passeront pas et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour être capable de mater la révolte populaire qui traverse le monde occidental aujourd'hui. » Donc pourquoi? Alors, je note une chose. Il y a deux modes de lecture possibles du politique. Il y en a finalement, il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Puis c'est un peu les deux lectures qui se croisent dans cet ouvrage. D'un côté, il y a une forme de lecture classique sur le rôle des idéologies dans l'histoire. De quelle manière les idéologies structurent l'ensemble l'univers mental des uns des autres. De quelle manière les idéologies conditionnent notre rapport au réel. Que se passe-t-il quand une idéologie est en décalage complet avec le réel? Donc, premier élément. Que se passe-t-il lorsqu'elles s'affrontent l'une l'autre et ne se reconnaissent plus comme étant mutuellement légitimes? Donc, lecture, on pourrait dire, idéologique du politique. Mais aussi lecture quasi archaïque du politique vers laquelle on doit revenir. C'est-à-dire, il y a, si on veut, presque aristotélicienne, si on veut, il y a la classe dominante, il y a la classe dominée, d'ailleurs Aristote ne le dirait pas comme ça, on est plus proche de Machiavel, et il y a le peuple, il y a la masse, la populace, appelons ça comme on veut. Et là, on est devant, aujourd'hui, une élite qui voit la légitimité telle qu'on la comprenait traditionnellement, démocratie libérale, pluralisme, la voit fondre parce que les mécanismes démocratiques que l'on connaissait permettent à une nouvelle élite d'apparaître, risquent de la balayer, risquent de la congédier. Donc dès lors, le théâtre démocratique auquel nous étions habitués depuis un siècle environ, ce théâtre démocratique aujourd'hui tombe et les rapports de force se dévoilent dans leur nudité dans l'espace public. Donc avec d'un côté une élite qui se dit cette révolte populiste n'est pas une révolte démocratique, ce sont des rebelles, comme on a dit autrefois, et ces rebelles doivent être matés par les moyens nécessaires. Alors, on ne mate plus les rebelles aujourd'hui comme on le faisait au siècle précédent, faisant tirer sur le peuple, évidemment. Bien qu'encore une fois, certains épisodes relativement récents de l'histoire pourraient nous laisser croire que le pouvoir peut décider de se montrer violent lorsqu'il veut se maintenir. Mais surtout, ce que j'ai cherché à montrer, c'est comment, puisque la caste dirigeante, l'oligarchie, la nomenclatura, qui dirige l'Europe occidentale, puisqu'elle a peur, suite à la victoire trumpiste, d'être balayée de l'histoire, finalement, comment on est dans une espèce de scénario 1989 alternatif. Donc en 89, finalement, le système soviétique s'effondre devant la poussée démocratique, devant la poussée nationale, devant les poussées populaires. Là, on est plutôt devant une élite qui, quelque peu, se dit bon, ils ne passeront pas. Donc, on acceptait le pluralisme démocratique, on acceptait la liberté intellectuelle, la liberté d'opinion, tout cela dans la mesure où nous n'étions pas remis en question dans notre position au cœur du système. Si ça ne fonctionne plus, le décor tombe et nous y sommes. D'ailleurs, vous avez une phrase sur ce que vous appelez l'ordre de 89. Oui. Je vais vous laisser le définir plus amplement dans ce qui suit. C'est intéressant parce que d'habitude, souvent les gens prennent la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mai 68, le référendum de 2005 comme des moments idéologiques épais. Vous vous concentrez sur l'ordre de 89, une formule qui revient plusieurs fois, le consensus post-89, etc. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que ça vous a intéressé ?
Alors, le fait est, pardonnez-moi, qu'on a, à partir de 89, il y a presque une formule qui est rituelle. Fukuyama nous dit que c'est la fin de l'histoire, et ainsi de suite. Mais le fait est qu'avec la fin de la guerre froide, il y a une forme de consensualisme qui s'établit dans les sociétés démocratiques. Donc, le consensus, c'est le suivant. Société mondialisée, société diversitaire, économie de marché, certes, mais pilotage technocratique de la société néanmoins, neutralisation du politique, neutralisation gestionnaire du politique, quand c'était les thèses à la Daniel Bell et compagnie, mais qui trouvaient leur point d'aboutissement. Certes, il y avait encore des gens qui n'étaient pas d'accord. Donc, il y avait un résidu électoral de 5, 10, 15, 20%, mais ce résidu électoral, qui était celui des déclassés de la mondialisation, des vaincus de l'ordre qui s'installait, eh bien, on l'a d'abord pas appelé du tout, on considérait que ça n'existait pas. Ensuite, quand il a fallu le nommer, on l'a nommé extrême droite ou populisme, et on acceptait qu'il existe dans la mesure où il était contenu dans la fonction tribunicienne, c'est-à-dire ils avaient le droit de se présenter aux élections à condition de ne pas les gagner. Or, à partir de 2005, mais on pourrait même commencer ça un peu avant, c'est-à-dire dès le référendum de Maastricht en 92, si je ne me trompe pas, les adversaires de la construction européenne sont à deux doigts de gagner. Et à plusieurs reprises, l'ordre post-89, donc diversitaire, mondialiste, multiculturaliste, officiellement centriste, mais dans les faits normalisant sur le mode gestionnaire les revendications sociétales issues de 68. Donc cet ordre nouveau qui s'établit sous le signe d'une forme d'homogénéité idéologique déclarée où les partis dits de gauche et de droite vont dire il n'y a pas de désaccord sur les objectifs, il y a seulement des désaccords sur les moyens. Donc il y a effectivement une phase, une petite bastion en quelque sorte de gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais on les traite comme des résidus de l'histoire. Et là, que se passe-t-il dans les temps présents? On voit, en fait, c'est la séquence véritablement là-dessus, c'est le Brexit et Trump 1. Où, dans les mécanismes démocratiques tels que nous les connaissons en ce moment, avec les mécanismes électoraux tels qu'on les connaît, la liberté d'expression telle qu'on la connaît, eh bien, des partis qui n'avaient pas le droit moralement de gagner l'emportent. Et là, il y a une forme de réaction de panique. Donc, devant cette réaction, devant ces victoires, la première, il y a deux éléments. Le premier, on cherche d'abord à l'expliquer à la manière d'un dérèglement de la vie démocratique qui s'explique notamment par l'émergence de nouveaux contextes médiatiques, les médias sociaux. On cherche par ailleurs à dire ça va passer dans toute société qui évolue. Il y a des formes de sursaut du monde ancien, il y a des spasmes du monde d'hier, mais à terme, la direction est fixée. Et là, qu'est-ce qu'on voit finalement dans la dernière décennie? C'est une histoire de 10 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les fameux populistes commencent à l'emporter. D'abord à la périphérie de l'Empire européen. Quelquefois, réussissent à se normaliser dans la vie politique de certains pays. Si les systèmes électoraux le permettent, participent de temps en temps au gouvernement. Et là, l'élite en place, que là, je précise, je ne condamne pas la notion d'élite en soi. Je dis l'élite telle qu'elle s'est constituée dans les paramètres de l'État technocratique, dans les paramètres de la société mondialisée, dans les paramètres du régime diversitaire. Cette élite, sans ses privilèges compromis comme jamais. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ce n'est plus simplement une petite secousse. Alors là, on va utiliser tout un vocabulaire pour chercher à penser cette poussée du populisme ou des mouvements identitaires. On va parler de contamination, de contagion, et ainsi de suite. Comme si les idées s'emparaient de la population sans que la population ne soit consciente des idées auxquelles elle adhérait. Et dès lors, il faut mettre en place, dis-je, des mécanismes pour empêcher que si jamais la volonté populaire soit à ce point explicite qu'elle puisse, par des résultats électoraux ou des référendums, changer le cours de l'histoire de nos sociétés, restaurer par exemple la démocratie libérale dans sa forme classique avec la souveraineté populaire, plutôt que leur version de la souveraineté, de la démocratie libérale, ce qu'ils nomment état de droit. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut modifier les institutions, sans que ce soit trop visible, mais il faut modifier les institutions pour faire en sorte que même si la révolte populaire se concrétisait, prenait le pouvoir, eh bien elle soit paralysée. Et là, ça nous ramène à ce que vous avez évoqué au début, la page en question, sur ce qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire que l'état de droit, qui était généralement considéré dans nos sociétés comme globalement, c'est la garantie des libertés publiques. Dans nos sociétés, il n'y a pas d'arbitraire de l'État qui ne peut pas rentrer chez vous à 3 heures du matin pour vous demander avec qui êtes-vous, que faites-vous exactement, pas pérenne. Non, ça c'est... Donc, c'est l'état de droit dans sa forme classique, c'est la démocratie libérale qui conserve les libertés publiques. Là, ce qu'on constate, c'est que le même mot a été changé de définition et sert aujourd'hui à définir une forme de complexe juridico-administratif d'autorité ne dépendant plus de la souveraineté populaire, où se réfugie la caste, où se réfugie la classe dominante, où se réfugie ce que j'appelle l'extrême centre, qui se réfugie pour s'assurer que même s'ils perdent les élections, ils sont en
position, en fait, de conserver le pouvoir et de mater ces rebelles qui auraient détourné la fonction tribunicienne pour s'emparer du gouvernement. Donc là, voilà pourquoi, par exemple, en France, mais pas seulement, on cherche à verrouiller tout référendum futur. On verrouille la pratique possible du référendum pour limiter son possible usage. Voilà pourquoi on étend sans cesse la définition des propos haineux. Pourquoi? Pour être capable de pénaliser, de transformer en délit d'opinion les pensées qui relèvent de l'opposition. Voilà pourquoi on se permet, selon les pays, en Roumanie, d'annuler une élection, en Allemagne, de vouloir jouer avec l'interdiction d'un parti. En France, on met en place dans leur définition de l'état de droit, on met en place une forme de constitution bis, une supra-constitution, qui consiste à faire en sorte que si jamais les populistes arrivent au pouvoir, ils ne puissent rien faire sans être dans l'illégalité, et dès lors ouvrir un conflit de légitimité tel qui permettrait de mater justement ces usurpateurs au pouvoir. Donc ce que je cherche à faire dans ce bouquin, finalement, c'est chercher à penser à la lumière de l'ordre de post-89, l'ordre 89, c'est-à-dire cette illusion d'un monde qui s'en allait vers la grande réconciliation universelle, quasi post-hégalienne, eh bien là, ressurgit un conflit qui n'a pas été théorisé, qui n'a pas été légitimé, que les institutions ne voulaient pas accueillir. Eh bien, c'est ce conflit que je cherche à décrire. Justement, dans La fin de l'histoire de Fukuyama, il théorise avant tout la fin de l'histoire comme étant la fin des grands conflits idéologiques. Ouais. C'est-à-dire que dans le fond, l'horizon de la démocratie libérale peut s'éloigner ou se rapprocher, mais il reste celui que tout le monde a en commun, et donc il a fallu attendre l'irruption du populisme, l'irruption de la question de l'islam, notamment avec 2001 et les attentats, pour que ressurgissent les conflits idéologiques à ce moment-là. Et vous avez utilisé le terme extrême centre. C'est un terme que vous aviez déjà mobilisé dans votre précédent ouvrage, Le totalitarisme sans le goulag. On avait reçu ici Marcel Gauchet, il y a un certain temps, et on avait fait la généalogie du clivage gauche-droite et son évolution en France, notamment. Et on avait essayé de trouver des éléments un peu structurants du centre, ce qui est encore plus difficile que pour la droite et la gauche, parce qu'il y a encore moins d'épaisseur, disons, intellectuelle ou idéologique associée intrinsèquement au centre. Ce qui nous mène au premier point, qui est que ça facilite l'opportunisme idéologique. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une trahison pour le centre? Déjà que pour la gauche et la droite, c'est pas évident. Alors pour le centre, le mot perd quasiment tout son sens. Et donc, Gauchet exhume un vieux surnom du centre qui est le ventre. Oui. C'est-à-dire que l'appel de la gamelle, donc ceux qui viennent pour des postes. Là-dessus, il me semble que notre centre poursuit une longue tradition historique avec fidélité. Et un deuxième élément, et là aussi il exhume un autre surnom, qui était le paradis des satisfaits. Donc une sorte de statu quo, de quelque chose qui ne bouge pas. En quoi est-ce que, à la lumière de ces définitions historiques, l'extrême centre est cohérent ou évolue et mute par rapport à ces paramètres initiaux? Alors, je lui ajouterais une définition, je conteste pas évidemment ce qu'en dit Gauchet, mais j'ajouterais une définition, c'est le propre du centre, c'est le progressisme technocratique aussi. C'est-à-dire, donc, oui, c'est le rassemblement de tous les opportunistes disponibles en son temps, ce sont des gens qui s'assurent d'être au pouvoir, quel que soit le pouvoir en place. Donc, ce sont des gens qui croient, le centrisme dans sa définition vulgaire, on pourrait dire, ce ne sont pas des modérés en soi. Ce sont des gens qui croient avoir une forme de droit naturel d'exercer le pouvoir et ils se voient comme étant l'élite gestionnaire naturelle de toute société. Mais est-ce que ça c'est lié uniquement à la Ve République qui favorise avec son système à deux tours? Non, je crois que c'est un tempérament constant à travers l'histoire. Donc, si on revient à une forme d'histoire archaïque du politique, qui est mon obsession du moment, on constate qu'il y a des tempéraments qui reviennent sous tous les régimes. Il y a des tempéraments qui reviennent... il y a le tempérament du pseudhomme providentiel ou peut l'être aussi, le tempérament de celui qui se croit naturellement fait pour gouverner, le tempérament du radical par vocation qui... il y a vraiment une forme d'histoire des tempéraments politiques à écrire. Le centrisme, au sens très général, c'est en toute société, il y a peut-être le paradis des satisfaits, c'est ceux qui adhèrent spontanément à l'ordre social et qui ont le culte de la modération pour elles-mêmes, croyant par là faire preuve de prudence, d'intelligence et de rationalité. C'est un peu ces gens qui, quelquefois, disent qu'ils n'ont de parti que la raison. Ils ont même le monopole de la raison, tout en se prenant quelquefois pour des francs-tireurs, ce qui est assez original. Alors, cela dit, il y a un élément supplémentaire qu'on doit ajouter aujourd'hui, c'est que le centrisme, parce que ne serait-ce que si on fait l'histoire des idées, pensez à l'histoire de l'UDF. L'UDF, en d'autres temps, c'était une conjugaison de centristes, certes, mais aussi de la droite anti-gaulliste la plus musclée. Donc, l'UDF n'était pas qu'un parti centriste, contrairement à ce qu'on a dit. Donc, le centrisme d'aujourd'hui est un centrisme qui s'est délivré de son aile droite, c'est comme ça, et c'est un centrisme
qui idéologiquement se veut progressiste. Mais, parce que le vaste imaginaire du progressisme qui rassemble la gauche radicale et l'extrême centre, c'est un imaginaire partagé, mais à travers des cultures politiques différentes et des styles différents. Des styles presque sur le plan vestimentaire. La gauche radicale arrive à l'Assemblée fière d'être débraillée. Le centre arrive à l'Assemblée avec des petites cravates minces et des vestes un peu étranges, un peu trop courtes. Il y a presque une esthétique du politique aussi qui existe, mais le fait est qu'ils regardent l'histoire dans la même direction. Donc, globalement, liquidation des nations historiques au nom d'un côté de la créolisation du pays, de l'autre côté du vivre ensemble diversitaire, mais ce sont ici des nuances de temps, c'est des nuances quantitatives. Il n'y a pas le même rapport à l'Europe, pour partie. Il n'y a pas le même rapport à l'Europe, mais il y a le même rapport à la perte de nations substantielles. C'est-à-dire que l'extrême centre, comme la gauche radicale, ne veulent plus de la nation historique France, du peuple historique français, ou à tout le moins ils le traitent comme une catégorie résiduelle. Ils n'ont pas le même niveau d'hostilité, ils n'ont peut-être pas le même niveau d'hostilité à l'endroit de l'histoire française, mais globalement, ils ne sont plus dans la logique historico-nationale, appelons ça comme ça. Ensuite, un autre élément, ils sont dans la même logique. Pour eux, la légitimité ne vient pas de la souveraineté populaire. La légitimité vient du sens de l'histoire qu'ils croient être capables d'interpréter par leurs théologiens. Leurs théologiens qui disent quel est le sens de l'histoire aujourd'hui, quels sont les groupes qui portent cette évolution de l'histoire, et dès lors, quels sont les groupes qui portent une légitimité démocratique supérieure. Et même si la majorité de la population n'est pas avec nous, c'est qu'elle est simplement retardataire. Le peuple qui vote mal, le peuple qui est à l'ancienne, eh bien, est un peuple retardataire. On ne doit pas s'encombrer exagérément de ce qu'il dit, parce que c'est tout simplement une classe un peu... c'est le bois mort de l'humanité, comme j'aime dire. Donc, il y a cet élément-là, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui caractérise l'extrême centre, par ailleurs, et c'est aussi une immense flexibilité idéologique dans les paramètres de l'européisme et du diversitarisme et du vivre ensemble technocratique. Donc, ils peuvent, on l'a vu au moment de la présidentielle de 2022 en France, d'un côté, au premier tour, flirter avec un programme à la Pécresse, au deuxième tour, flirter avec un programme à la Mélenchon. Ils peuvent prendre Blanquer d'un côté, ils peuvent prendre Pape Ndiaye de l'autre, mais l'essentiel étant de se maintenir au pouvoir, et le discours chez eux devient essentiellement une rhétorique de maintien au pouvoir. Donc, et c'est là qu'on redécouvre un truc qui nous semblait presque étranger à l'imaginaire démocratique. En démocratie, on veut croire qu'on a le pouvoir pour faire quelque chose. Les libéraux veulent le pouvoir pour déréguler la société, les progressistes pour construire un ordre particulier, les conservateurs à la rigueur pour restaurer les traditions anciennes. Là, pas du tout. On est avec des gens qui veulent le pouvoir pour le pouvoir. Ce qui, à l'échelle de l'histoire, n'est pas étonnant du tout. Il n'y a rien de plus banal que des gens qui veulent le pouvoir pour le pouvoir, qui veulent le garder, qui veulent le conserver et qui feront tout pour vous chasser le plus loin possible de la cité ou de la société si vous avez l'idée de leur contester. Le pouvoir a un effet attractif. Certains diraient qu'il y a un effet attractif sur des personnalités pathologiques. Ça, j'en sais rien. Mais le fait est que le pouvoir, quand on le veut, on le garde et on fait ce qu'il faut pour ça. Donc, s'il faut parler à gauche un jour, parler à droite, ça. Néanmoins, c'est une définition trop limité de l'extrême centre que de le réduire simplement à cette espèce de culte du pouvoir pur. Il y a, j'y reviens, ce progressisme technocratique, il y a cette tentation autoritaire, c'est-à-dire que puisqu'on pouvait jouer le jeu de la démocratie, mais puisqu'aujourd'hui le peuple vote mal au point de risquer de nous congédier, eh bien, et là ça nous ramène à l'état de droit, il est légitime de dédoubler le régime politique présent d'un surordre politique qui aura pour fonction de le réguler, pour être capable de nous tenir éloignés, de mater les passions populaires si elles venaient à dérégler l'ordre démocratique tel qu'on l'entend aujourd'hui. Vous noterez d'ailleurs que parmi les figures les plus éloquentes, soit du flanc gauche ou du flanc droit de l'extrême centre, il y a, ou même de son corps central, il y a cette méfiance envers le peuple en disant, vous savez, les démocraties, ce n'est pas que des élections. Là, on peut répondre oui, bon, ok, mais c'est quand même un peu des élections. Donc, on comprend que lorsqu'on nous dit ce n'est pas que des élections, on nous dit c'est surtout pas les élections. J'ajoute un tout petit élément à ce que vous avez dit sur Fukuyama au début de votre question en disant le fukuyamisme, c'est la théorie de l'apaisement des passions idéologiques, tous ont désormais un même horizon universel. Mais c'était une théorie, encore une fois, une philosophie, qui faisait l'économie du réel en son temps. C'est-à-dire, prenez, j'ai donné l'exemple du casino à Maastricht en 92. Dès le début des années 80 en Europe, il y a l'émergence de la mouvance qu'on dira populiste ensuite, mais contre l'immigration massive. Aux États-Unis, en 92, j'en parle un peu dans le bouquin, dans le chapitre sur la nouvelle histoire du conservatisme américain,
la percée de Pat Buchanan, qui est une forme de pré-Trump en quelque sorte, et qui réussit vraiment à déstabiliser de l'intérieur le Parti républicain. En 92, avec un agenda centré sur un concept qui n'était pas encore Gramscien à l'époque, on disait les choses autrement, c'est la guerre culturelle. Il y a une guerre culturelle aux États-Unis, disait-il, donc un conflit de légitimité à partir de la vague 68 et ceux qui s'opposaient à ce qu'on appellera la déconstruction. Puis en 96, il intègre à l'intérieur de l'opposition interne au Parti républicain, l'opposition au mondialisme, la défense de la souveraineté nationale, la critique de l'immigration massive, la critique du gouvernement des juges. Donc, il y aurait une manière de raconter l'histoire des années 80, en fait, l'histoire, l'envers du fukuyamisme, l'envers de l'histoire de Fukuyama, en montrant comment, dans la plupart des sociétés occidentales à ce moment, s'écrit aussi, se met en place ce qui se présente comme une résistance à cette idéologie dominante. Mais puisqu'encore une fois, on a traité comme un résidu, comme une collection de losers qui étaient condamnés à perdre d'une manière ou de l'autre, donc ils n'étaient pas intéressants, eh bien, on est tout surpris quand on voit que ces gens-là se battaient pas simplement pour témoigner de leur nostalgie du monde d'hier, mais se battaient pour gagner, fondaient d'abord des journaux, des partis, ensuite des blogs, l'époque lointaine des blogs, s'investissaient dans les médias disponibles nouveaux, la révolution Internet pour être capable de se faire entendre, avec l'idée de gagner. Il voulait gagner. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsqu'il gagne, on a l'impression d'avoir une élite Calimero qui dit c'est beaucoup trop injuste. Et le fait est qu'elle n'a pas été capable de penser l'émergence d'une contre-élite, le fait que la société n'était pas aussi unanime qu'elle ne le croyait dans l'adhésion au progressisme, qu'il soit révolutionnaire ou technocratique. Mais bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Pour aller dans votre sens d'une lecture un peu en trompe-l'œil qu'a faite Fukuyama, c'est qu'il y a deux ironies de l'histoire avec la date de 89, qui est sur les fractures à venir au sein de la gauche. Il y a l'affaire du foulard de Creil en France, qui vient scinder la gauche sur le rapport à l'islam. Certains sont sur le mode la défense des minorités en tant que telles, mais que faire des minorités qui n'aiment pas beaucoup les minorités? Donc là, il y a une espèce de tension qui naît en interne. Et même dans le schéma américain, c'est la date du premier article de Kimberlé Crenshaw sur l'intersectionnalité. Bien sûr. Et qui donnera, alors comme Fukuyama d'ailleurs, 89 et 91, la version de 91 est plus explicite et mieux élaborée. Et là vient naître ce qu'on appellera ensuite le wokisme au sein de la gauche, et qui viendra fracturer entre la gauche à l'ancienne, comme on dirait aujourd'hui, fukuyamienne, en tout cas le progressisme technocratique devenu le centre en fait, comme vous dites aujourd'hui, et la gauche d'après, woke, plus explicitement racialiste par exemple, et déconstructrice de façon assez explicite. Avec une étape dans les années 90, alors moi c'est une histoire par exemple qui m'a toujours fasciné, les années 90-2000, ce qu'on appelait la Third Way. Donc Tony Blair, Gerhard Schröder. La troisième voie. Voilà, Gerhard Schröder avant qu'il ne devienne exagérément mousquetaire. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la Third Way et c'est cette idée qui est quasi thatchérienne en quelque sorte. There's no alternative. Il y a une seule manière de gérer la société. Cette manière, donc, c'est le meilleur de la gauche, l'esprit de justice sociale, le meilleur de la droite, la compétitivité, l'esprit du marché. Mais dans les faits, c'est cette idée qu'il n'y a qu'une manière de piloter l'évolution de nos sociétés. Donc, c'était Tony Blair, c'était Schröder, c'était Clinton, et ça va jusqu'à Justin Trudeau et un peu Emmanuel Macron, qui sera l'ultime manifestation française de cela. Donc, la Third Way a cru neutraliser le politique. Et ce qui me frappe, en fait, dans l'étude du politique aujourd'hui, c'est l'incapacité qu'ont les grandes figures du progressisme technocratique de chercher minimalement à comprendre comment ça se passe dans la tête de leurs adversaires. Presque, il y a une forme d'absence d'intérêt élémentaire pour qui avons-nous devant nous. Ils pourraient chercher à se dire, bon, ils ont tort, manifestement ils ont tort, les populistes ont tort, c'est l'extrême droite, méchant. Bon. Mais ils pourraient chercher à se dire, comment se voient-ils eux-mêmes? Comment se perçoivent-ils eux-mêmes? Et cet effort intellectuel élémentaire n'est pas fait. Que d'autres appellent empathie dans certains cas, la capacité à se mettre à la place d'eux. Oui, mais ça, il y a empathie. Le mot était quelquefois désagréable parce qu'on l'a surchargé émotionnellement. C'est en
l'empathie, c'est comme genre, je suis vraiment une bonne personne. Oui, Ouais, oui. C'est un peu l'équivalent de bienveillance aujourd'hui. donc, je me contenterai de curiosité intellectuelle. C'est-à-dire, moi, c'est un détail, mais moi, j'ai passé ma thèse de doctorat, j'avais consacré à la mutation de l'imaginaire progressiste, appelons ça, de Marx à Foucault. Oui, qui aura donné d'ailleurs notre premier livre en France, entre guillemets, qui est le multiculturalisme comme religion politique. Mais j'ai passé, pour écrire ce bouquin-là, mais des heures et 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 des heures à lire des gens qui m'étaient absolument étrangers, que ce soit Foucault, que ce soit Lénine, Trotsky, Castoriadis, Daniel Guérin, tant d'autres, Poulanza, et les progressistes dont je vous parlais plus récemment. J'ai l'impression que nos amis de l'extrême centre n'ont pas ce souci élémentaire de comprendre ce qui se passe devant eux, parce qu'ils sont prisonniers d'une forme de téléologie progressiste qui consiste à dire que l'histoire va dans une direction et il y a les retardataires. Et sa structure, soit dit en passant, le clivage gauche-droite. Parce que comment se construit le clivage gauche-droite? Vous en parliez avec Gauchet. D'un côté, bon, pour moi, il y a la gauche radicale qui fixe le cap de l'histoire, mais qui est un peu turbulente à ce qu'on dit. Ensuite, il y a la gauche dite modérée, qui partage les mêmes orientations, mais qui pense quand même qu'on doit respecter ceux qui marchent pas assez rapidement. Il y a les centristes qui veulent toujours s'assurer d'être en bonne position d'une manière. Ils veulent être capables de profiter du régime sans pour autant participer à l'esprit de la fête. Question de tempérament. Ensuite, il y a la droite dite modérée ou républicaine, qui dit on n'est pas d'accord, mais on accepte d'être vaincu. Pourriez-vous simplement respecter notre défaite? Et il y a ce qu'on appelle l'extrême droite, ce sont des gens qui ne sont pas d'accord avec l'orientation de l'histoire et qui, plus encore, osent le dire. Ça, donc, c'est extrême droite. Donc, le clivage gauche-droite, à certains égards, se construit autour d'une téléologie progressiste. Or, je pense que pour comprendre les temps présents, il faut être capable justement de restaurer, comme aurait dit l'autre, une forme de pluralisme des valeurs, ne serait-ce qu'au niveau analytique, pour être capable de voir quels sont les imaginaires qui s'affrontent les uns les autres, les principes de légitimité qui s'affrontent les uns les autres, en quoi ils sont mutuellement incompatibles, ça je l'entends, mais être capable simplement d'entrer dans les raisons propres des différents principes de légitimité qui s'affrontent aujourd'hui. Or, l'extrême centre, croyant avoir le monopole de la raison, le monopole du vrai, le monopole de la justice, le monopole de la parole publique légitime, se demande pourquoi on devrait exactement parler aux autres, ou à tout le moins, pourquoi on devrait les traiter autrement qu'à la manière de résidus ou de parias qui osent s'introduire dans la cité à la manière de malfrats. Et alors, cette téléologie fukuyamienne adoptée par ce que vous appelez l'extrême centre, est-ce que dans le fond, malgré tout, l'extrême centre y croit encore? Au sens où, c'est un thème que vous abordez dans votre ouvrage, il y a une sorte de frilosité, une crispation du progressisme aujourd'hui, qui consiste à ressusciter les acquis d'hier pour les remettre en scène aujourd'hui. On l'a vu par exemple avec la volonté de primer d'une façon ou d'une autre encore Dreyfus, comme si c'était le sujet aujourd'hui, ou pertinent politiquement aujourd'hui. La volonté de mettre dans la Constitution l'IVG, de panthéoniser des vieilles figures. Est-ce que ça ne et encore Gabriel Attal qui, par exemple, parlait de la loi de non-réversibilité sociétale. Est-ce que c'est pas fondamentalement une posture défensive et une posture qui admet en creux que les choses vont changer et qu'il s'agit là de monter des barricades plutôt que d'être dans un esprit conquérant de nouvelles lois sociétales et de nouvelles évolutions? Ils sont dans un esprit assiégé, il n'y a pas de doute là-dessus, parce qu'il faut comprendre qu'ils défendent à la fois une idéologie à replâtrer sans cesse. Moi, j'ai l'impression quelquefois, tant qu'à faire des comparaisons historiques, qu'avec l'extrême centre, quelquefois, on est comme des marxistes soviétiques en 87 qui chercheraient à nous dire à tout prix à quel point le marxisme est l'horizon indépassable de l'humanité. Une théorie replâtrée de partout. 2 ans avant leur chute. Bien sûr, donc théorie replâtrée de partout, il y a de la ficelle, des bouts de corde, un peu de papier collant pour que ça ne tombe pas. Mais ça tombe. Sauf que dans les cas présents, je pense... j'ajoute une dimension avant de dire sauf. Pour la présente élite, par ailleurs, c'est une formule, mais comme toutes les idéologies dominantes, qui tiennent dans des formules rituelles qu'on répète sans cesse pour montrer qu'on est dans le bon camp. La diversité est une richesse. Oui, la diversité est une richesse. Il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite. Oui, il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite. On connaît ça. Les libertés de telle minorité sont toujours fragiles. Oui. Donc, ce sont des formules rituelles qu'on répète dans l'espace public pour s'assurer d'envoyer les signaux comme quoi on adhère au système puis on y a encore sa place. Parce que l'être humain est aussi une sale bête matérialiste comme tout, et si on vous explique que si vous répétez pas les bonnes formules, vous risquez de compromettre l'ensemble de vos avantages matériels, il se peut que vous répétiez les bonnes formules. Il faut avoir une vision un peu désenchantée de l'être humain en ces matières. Or, je pense néanmoins qu'ils y croient encore. C'est-à-dire qu'ils ont été à ce point socialisés dans un environnement où l'adversaire était inexistant.
si je remonte aux années 80, 70, l'adversaire prenait même dans les grandes maisons d'édition françaises des figures qu'aujourd'hui on jugerait absolument irrécupérables, non respectables, étaient présentes dans les grandes maisons d'édition françaises. Donc je ne dis pas qu'il y avait une terreur idéologique. Jean Sévilla a écrit un livre remarquable là-dessus sur le terrorisme intellectuel. Il n'en demeure pas moins que vous risquez de croiser dans votre vie quelqu'un qui ne pensait pas comme vous. Or, la sociologie de nos sociétés, le mode de formation des élites est ainsi fait aujourd'hui que si vous allez dans les sciences sociales, vous risquez d'être dans la gauche radicale, mais vous ne rencontrerez que des gens qui pensent comme vous. Si vous allez dans les écoles de commerce ou de sciences de la gestion, vous ne rencontrerez que des gens qui pensent comme vous. Et à la rigueur, vous allez peut-être tomber sur un ou deux dissidents qui chuchotent discrètement son désaccord, mais soyez assurés qu'il ne le fera pas trop parce qu'il en paiera le prix au moment de son ascension sociale. Donc, on est devant des gens qui répètent les formules et ne savent pas imaginer autre chose. Par ailleurs, si demain, après-demain, ce qu'on appelle les populistes ou les nationaux-conservateurs, les identitaires prennent le pouvoir clairement dans les sociétés occidentales, on verra l'infinie flexibilité idéologique d'une partie de ces gens qui nous diront « Mais j'ai toujours pensé comme vous, mais les circonstances me permettaient pas de le dire. Et j'imagine très bien telle présentatrice, tel présentateur, tel journaliste, tel cadre très important nous expliquer que pendant toutes ces années, eux, ils empêchaient les pires folies du régime parce qu'ils étaient d'accord avec le pouvoir qui arrivait, le pouvoir qui venait, avec l'alternative populiste ou identitaire ou conservatrice qui venait, mais ils n'étaient pas en position de faire davantage, mais ils avaient quand même d'ailleurs des amis parmi la bande qui viennent s'installer au pouvoir. Donc il y a quelque chose là-dedans. Ça a peut-être déjà eu lieu. Donc je crois qu'il y a une flexibilité infinie. Par ailleurs, il y a un livre moi, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, mais puisque je l'ai relu 35 fois depuis, donc c'est pas seulement quand j'étais plus jeune, c'est La pensée captive de Miloche, qui est un livre qui a joué un rôle immense dans ma vie. Et chez Miloche, il y a toujours il décrit, dans les portraits des intellectuels qu'il fait dans les pays de l'Est, les effets de ce que Orwell a dit à sa manière, la double pensée, mais autrement, c'est-à-dire l'intellectuel qui, pour évoluer, pour construire sa carrière, pour évoluer publiquement, dit une chose et en son fort intime pense le contraire. Et les troubles psychiques que peut engendrer cette espèce de dissociation permanente. Et je pense que tous ceux qui évoluent dans l'espace public aujourd'hui, sans être dans les canons du progressisme, ont des amis dans le système, des amis dans le régime, qui viennent chuchoter discrètement à l'oreille à quel point ils sont « Je suis d'accord avec toi, mais je peux pas le dire. Tu fais, toi-en pas, c'est pas grave, on te pardonnera. » Mais il y a quelque chose d'un peu... une dissociation mentale qui vient quand on évolue dans un régime. Mais vous avez raison, ils se défendent à tout prix. Parce qu'ils se sont dit, les populistes vont gagner, les identitaires vont gagner, les nationaux conservateurs vont gagner, ils se disent, vous avez donné l'exemple d'Attal sur le principe de non-régression sociétale, on peut parler des différentes lois sur les propos haineux, on peut parler de Jacques Attali qui dit, pour qu'un référendum soit porteur, qui change le sens de l'histoire et le progrès, dont il sera probablement le seul interprète légitime, eh bien, il faudrait qu'il y ait 3 référendums dans la même année, qu'il y ait plus de 60% de votes pour que le peuple montre bien qu'il s'entête dans l'erreur et persiste dans l'erreur. Le fait qu'aujourd'hui, je le disais plus tôt, des élections peuvent être annulées, des partis presque interdits, des candidatures annulées. Donc, c'est un dispositif répressif qui se met en place. Donc, à la fois pour défendre une idéologie, mais aussi pour défendre des postes et des intérêts. En cela, tout cela est très humain. Ça rejoint ce qu'on disait sur le centrisme. Oui, exactement. Distinguer au sein du centrisme l'idéologie et l'opportunisme est quasiment en tâche impossible et très intrinsèquement lié. Je suis assez d'accord, mais le fait est que pour l'instant, ça défend une idéologie particulière. Et cette idéologie est assez visible. Mais encore une fois, je ne doute pas qu'il y aura des conversions. Je précise que on tourne cette conversation à un moment où nous ne savons pas s'il y aura une dissolution, la reconduction d'un gouvernement. Il est possible que cette conversation sorte en période électorale. Nous n'y serons pour rien. Mais néanmoins, si on veut un peu regarder dans la longue durée pour justement s'évader de l'instant en quelque sorte, on en avait parlé dans la conversation avec Marcel Gaucher également, le centre est tout de même une aventure générationnelle, et une aventure générationnelle qui prend fin. Au sens où, si on prend les législatives de 2024, on prend le vote des 65 ans et plus en point de pourcentage, on prend le vote des 18-24 ans et plus, 18-24 ans tout court en pourcentage. Quand on passe de l'un à l'autre, je me suis fait le calcul, on divise par 3,5. C'est-à-dire qu'on passe d'un bloc central écrasant chez les personnes âgées et d'un parti qui serait 4e ou 5e, tout à fait marginal et inintéressant chez les plus jeunes. C'est-à-dire que le centre, concrètement, a la pyramide des âges de la Corée du Sud, ce qui lui prédit un destin tout de même compliqué.
est-ce que de ce point de vue-là, on n'est pas face à l'abolition programmée de cette parenthèse française qu'aura été le centre, qui d'ailleurs, en tant que parti en tout cas, n'était pas très puissant électoralement avant l'arrivée d'Emmanuel Macron? Parenthèse, j'en sais rien. C'est-à-dire, regardez le Royaume-Uni. La séquence Tony Blair, vous me direz que tout ça est générationnel, mais il n'en demeure pas moins qu'au pouvoir, ces gens-là ont fait engager des réformes, radicaliser les réformes à un point tel qu'ils laisseront une empreinte définitive sur la société. Au point même, on pourrait dire que tous auront intériorisé leur part de centrisme au terme de l'aventure. La Constitution aura été modifiée souvent, la définition de la démocratie aura été modifiée. Ensuite, c'est pour ça que ce qui se présente à l'échelle de l'histoire, c'est pour ça que je le dis comme ça dans le bouquin, dans le bouquin, je ne présente pas le conflit qui vient comme un conflit comme je dis, entre deux partis qui se reconnaîtraient mutuellement comme légitimes. On est devant une élite dans sa forme classique, une oligarchie plus nomenclatura, et on est de l'autre côté devant des rebelles. Pour le meilleur et pour le pire, soit dit en passant, à l'échelle de l'histoire, quand il y a une rébellion, ça se passe pas toujours très bien. C'est pas toujours les changements historiques ne s'accompagnent pas toujours d'une musique d'ascenseur. Il y a pas toujours une tendresse de l'un pour l'autre. Donc, je pense qu'il y a un choc qui se dessine dans nos sociétés sur deux conceptions contraires. Tous se disent démocrates. Bon, c'est déjà ça de prix. Mais les définitions de la démocratie des uns des autres sont contradictoires. Ça devient compliqué. Sur la dimension aventure générationnelle, vous avez probablement raison, mais ajoutez à ça un autre élément, c'est que pendant ce temps, le basculement démographique qui entraîne la mise en minorité des peuples historiques européens ou occidentaux dans leur propre pays devient peu à peu la donnée politique centrale dans nos sociétés, la donnée sociologique centrale. Donc dès lors, il se peut qu'avec cela, il y ait une relativisation progressive des conflits idéologiques internes aux sociétés occidentales, parce qu'un fait nouveau, ce que Huntington avait appelé, avec une formule consacrée, le choc des civilisations, mais désormais transposé sur les territoires des sociétés occidentales, il se peut que la ligne de fond soit désormais celle-là. Ça, ce n'est pas inimaginable. Donc, ce qui relativiserait l'importance des clivages idéologiques à l'intérieur de nos sociétés pour nous conduire à un nouvel affrontement. Pas au sens violent, évidemment, du moins je l'espère, mais une reconfiguration du paysage politique qui nous sortirait de l'histoire classique des idéologies. Et ça, je pense qu'on pourrait, de ce point de vue, dire merci l'extrême centre. Elle aura contribué à l'avènement de cette rupture interne dans nos sociétés. Et quand on sait, comme le disait Aristote, qu'il ne faut pas qu'une société soit exagérément hétérogène culturellement pour fonctionner, Aristote quand même, oui, bien sûr. Eh bien, on constate que dans nos sociétés aujourd'hui, on est peut-être en train d'arriver à ce moment de fracture de la cohésion interne d'une société qui fait en sorte qu'on passera d'Aristote à Hobbes. Oui, on pourrait dire qu'il y a la disparition du centre gériatrique sur la... Je préférerais parler, comme nos amis macronistes, de la disparition du socle commun. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, je trouve qu'un des signes de faiblesse de ce qui a été appelé le socle commun du bloc central, c'est qu'au fur et à mesure que les électeurs disparaissent, et dans certains cas meurent, au sens propre, le centre absorbe de plus en plus de partis. C'est-à-dire qu'il y a une baisse des électeurs et une augmentation des partis. Mais tous les résidus de l'ordre ancien, tous ceux qui ont participé globalement à l'ordre social technocratique d'après-guerre et qui se sont construits dans cette espèce de modèle de société. Donc, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait les chevènementistes pour Macron, d'ailleurs, chevènement lui-même. Ensuite, il y a le fait que les LR disent on n'est pas avec vous, mais néanmoins, on va gouverner avec vous. Et avec les macronistes, et même avec la gauche de la Macronie, on peut faire des accords d'appareil, mais avec la droite nationale, on peut pas faire d'accords d'appareil parce que ça, c'est mal, c'est pas bon, c'est méchant. Donc, ce qui est un peu étonnant quand même. Donc, oui, je pense que l'extrême centre, dans sa définition très élargie aujourd'hui, c'est la fédération de tous les rejetés par la population. Donc, la fédération de l'ensemble des restes d'élites oligarchiques, des restes d'élites de la nomenclatura, qui se fédèrent les uns les autres en disant au moins, sauf qu'il peut, qu'on SOS nos places. Donc, ça, je crois qu'on le voit. Donc, tous les éléments de la société ancienne, à mesure où ils sont rejetés, se coagulent dans un dernier barrage au sommet de la société. Ça, on le voit. La question à se poser ensuite, c'est du point de vue des fameux populistes. Alors, à gauche, ils ont le souci de la formation de leur cadre. On en pense ce qu'on veut, mais ils ont déjà l'université, ce qui aide quand même comme think tank. Mais à droite, la question du renouvellement des élites, qui est une question classique à la Pareto, à la Mosca, à la Michels, à la Burnham,
Donc, un renouvellement des élites se pose autrement. Parce que le bloc populiste en émergence a-t-il été capable de constituer ses propres élites? C'est pas certain. Normalement, est-ce qu'il en a même le souci? Parce que quand on regarde le bloc populiste en France, c'est pas comme ça aux États-Unis, je le précise. Il se constitue par purges successives. Chaque fois qu'une élite s'y constitue avec une compétence gouvernementale potentielle, elle est décapitée. Donc, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est de voir sur quelles élites misent les populistes s'ils s'emparent du pouvoir demain. Certaines figures dans ce camp disent nous misons sur le légitimisme de l'appareil d'État en France. On gagnera les élections, puis ils vont nous suivre parce qu'on a gagné les élections. Ces gens semblent faire preuve d'un optimisme particulièrement marqué. Ensuite, ils pourraient se dire, et là ça nous ramène à votre question sur la fédération des proscrits, des vaincus et des ratés qui se rassemblent aujourd'hui dans le magma de l'extrême centre. Prenons l'exemple très concrètement des LR en France. Est-ce qu'une partie des LR pourrait se dire, parce qu'ils ont deux options, soit ils deviennent le surmoi conservateur de l'extrême centre, ceux qui, devant les innovations sociétales, quelles qu'elles soient, disent non, pas trop loin, s'il vous plaît. Respectons néanmoins ceux qui n'ont pas accepté encore d'être vaincus. Au moins, chuchotons-leur qu'on les respecte. On les écrase, on fait tout ce contraire de ce qu'ils veulent, mais dans leur respect. C'est important le respect. Ou est-ce que de l'autre côté, cette frange du camp conservateur deviendrait l'aile gouvernementale du bloc national? Donc des gens qui ont une culture, du bloc populiste, des gens qui ont une culture gouvernementale, ce qui n'est pas un détail dans la vie, qui savent ce que veut dire un appareil d'État, mais qui décident de se rallier à ce bloc émergent en disant c'est donc une frange de la société établie qui s'en détache pour se rallier, comme beaucoup de changements dans l'histoire s'opèrent ainsi, soit dit en passant. Bon, ça, je pense qu'en France, c'est la question qui se pose, mais est-ce que le bloc populiste émergent, le bloc national, voudra de cette alliance? Et est-ce que de l'autre côté, le résidu conservateur qui pourrait faire cette alliance la voudra aussi? On verra. Aux États-Unis, ça s'est fait. Le système politique le permet davantage. Oui, il y a une bipartition un peu obligatoire. Oui, mais le fait est que si vous prenez le Parti républicain aux États-Unis, globalement, c'est un parti qui rassemblerait sous sa même tente, en quelque sorte, François Bayrou, Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour, Xavier Bertrand, Marine Le Pen et Marion Maréchal et Sarah Knafo. Et tous ces gens-là, et Laurent Wauquiez, tous ces gens-là, peut-être même Édouard Philippe. Donc tous ces gens-là acceptent d'être dans le même parti. Puis quand une tendance l'emporte, certains peuvent être mécontents, ils vont se réfugier dans les États pour être gouverneurs aussi, ou Chambre des représentants. Mais globalement, ils acceptent d'évoluer sous un même parti. Et cette coalition s'appuie, ne l'oubliez pas, sur un réseau de think tank qui est capable de produire non seulement des cadres, non seulement des gestionnaires, mais produire aussi un contre-savoir technocratique d'État. Ce qu'il n'y a pas vraiment en France, parce que l'État est tellement puissant, dominant, écrasant, que l'État produit tout le savoir technocratique nécessaire à la gestion d'une société moderne. Aux États-Unis, que ce soit le Heritage, le Hudson, le Manhattan Institute, il y a tant et tant de think tanks qui produisent un contre-savoir technocratique disponible. Donc, quand une équipe arrive au pouvoir, on l'a vu avec Trump, avec le projet 2025 du Heritage, quoi qu'on en pense, il arrive et il y a ce qu'on appelle le Mandate for Leadership. Donc, depuis les années 80 de mémoire, le Heritage Foundation écrit Mandate for Leadership. Donc, vous arrivez au pouvoir, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, une série de mesures pour gérer l'État dans le langage de l'État. Parce que, évidemment, quand le philosophe décide ou l'écrivain de génie se dit « Ah, je veux me faire élire, je veux gouverner l'État. Il faut refonder le politique. » Bon, oui, certes, on fait ça comment exactement? Donc là, c'est à ce moment qu'il faut avoir des gestionnaires, des technocrates, des gens, mais à partir d'un autre logiciel. Les Américains ont une structure de la vie politique qui permet d'organiser ça. La France, un peu moins. Alors justement, vous parliez donc coalition de Édouard Philippe à Jean-Marie Le Pen. Sans oublier François Bayrou. Sans oublier François Bayrou. Ce qui est amusant, c'est que en France, celle qui paraît plus probable, c'est, disons, une coalition Édouard Philippe-Poutou, où c'est plutôt... on a vu Gabriel Attal appeler à voter pour la France Insoumise en cas de duel ou de dernière législative. Donc on voit qu'il y a une asymétrie assez particulière dans le clivage gauche-droite en France. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez dans le rapport à la technocratie. Étienne-Alexandre Bourgard, dans son ouvrage remarquable Anti-civilisation, avait insisté sur une distinction qui me paraît fondamentale, qui est entre ceux qui souhaitent être, dans les populistes, disons, une contre-culture et ceux qui souhaitent être une contre-élite. Et dans la contre-culture, on peut dire que c'est une différence chronologique. Oui, c'est une question d'étape. Une question d'étape. Mais il y a néanmoins quelque chose que je constate à droite, qui est une posture éternellement contestataire,
Et c'est là où je trouve qu'il y a une rhétorique complotisante, un peu facile parfois, assez facile parce que déresponsabilisante, une sorte de fatalisme de on n'y peut rien, qui est l'inverse d'un appel à l'action. Est-ce que cette tendance-là, cette addiction à la posture dissidente, disons, n'est pas quelque chose qui vous inquiète est-ce que parfois vous n'y contribuez pas partiellement vous-même avec le langage de l'oligarchie, la version caricaturale de ça, c'est Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, la davocratie qui maîtriserait tout, du prix des bananes au prix des loyers, au prix de l'électricité, aux élections, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en homogénéisant la perception des élites, de créer un espèce de bloc intouchable et de défavoriser une volonté démocratique de changement dans la durée? Non, pour une raison simple, c'est que je pense que, bon, premièrement, on peut toujours trouver 1000 subtilités, 1000 subdivisions à l'intérieur d'une catégorie. Je pense qu'il existe une telle chose aujourd'hui que les élites technocratiques dans le monde occidental, avec, ensuite, je l'ai dit, il y a des nuances, il y a une frange conservatrice qui peut s'en détacher, de l'autre côté, il y a des excités qui rêvent de révolution, mais globalement, il y a un fait qui s'appelle une élite dominante qui tient l'État pensé comme l'appareil, la technostructure telle qu'elle s'est réinventée dans les 60 dernières années globalement, ou même jusqu'on veut remonter au New Deal, sur l'État administratif des Américains. Bon. Globalement, je pense qu'on peut le reconnaître. Ensuite, évidemment, il y a la tentation réactionnaire du fatalisme. Tout est foutu, tout est emporté. Qu'est-il encore possible de faire? C'est vaincu. Ça existe. Je pense que ça existe d'autant plus qu'on est quelquefois devant des mouvements qui, au moment où ils émergeaient, avaient l'impression d'être dans une forme de dissidence témoignage. Oui. Bon. Je crois qu'on en est plus exactement là. Ensuite, il existe à droite une esthétique réactionnaire romantique. Globalement, si vous n'aimez pas du tout la modernité, ce que je peux comprendre théoriquement, mais alors n'allez pas à l'hôpital si vous êtes malade. Vous avez des gens qui disent « ce monde est perdu, ce monde est fichu, je ne crois en rien ». Bon, évidemment, là, c'est l'esthétique, mais c'est un choix esthétique plus qu'un choix politique. À la rigueur, ça devient une pensée politique chez des gens comme Curtis Yarvin et ainsi de suite, mais je ne suis pas certain qu'on a envie de suivre ces gens-là. La droite nietzschéenne n'est pas la frange la plus inspirante de la droite contemporaine, pour le dire gentiment. Cela dit, il y aura... Le monde moderne génère presque inévitablement des déçus romantiques, c'est-à-dire des gens qui trouvent que c'est un monde qui aplatit tout, qui massifie tout, qui nous condamne à la médiocrité généralisée, ce qui n'est pas complètement faux, mais ce qui n'est pas complètement vrai non plus, mais ça, il y aura toujours des gens qui vont être dans cette posture. Pour moi, il s'agit globalement d'une posture de jeunes hommes de 20 à 35 ans, globalement, et surtout qui s'entêtent quelquefois dans l'adolescence, même s'ils sont très intelligents, ils peuvent quelquefois se perdre dans une forme d'esthétisation dramatique de leur existence instagramisée. Ils existent, ils ne sont pas une donnée politique fondamentale. Aujourd'hui, ce que je note, c'est que quand on quitte cette espèce de sous-contre-culture qui existe, il existe des gens qui se présentent aux élections, veulent gagner les élections, ont un programme, souhaitent l'appliquer. Donc je pense qu'on est rendu dans un moment très politique ici. Nous ne sommes plus au moment, sauf sur le plan individuel, de la dissidence esthétique des uns des autres. On est devant des gens qui se disent, bon, comment gouverner? Ensuite, il y a la différence des horizons. À gauche, le gouvernement se pense toujours sur le mode de la rupture irréversible. Au moment du NFP en 2024, la gauche le disait, on est élu, en 90 jours, on change la société de telle manière qu'il ne soit plus possible de revenir en arrière. Ils le disent. Bon. À droite, on est normalement dans une logique plutôt de reconstruction. On est dans une logique de... on pourrait dire le mot restauration pour peu qu'on le détache du contexte français. Et ce qui prend plus de temps, et par ailleurs, l'homme de droite, si on veut parler ici, sait au fond de lui-même qu'aucune société parfaite n'est possible. Oui. Il sait que le mal est dans le cœur de l'homme, il sait dès lors que la rupture fondatrice qui permettrait à l'homme de renaître à lui-même dans la transparence de sa vertu démocratique, il sait que soit ça n'existe pas, soit c'est un enfer. Donc, ce qu'il sait, c'est que la reconstruction sera lente, qu'il faut tenir compte de la bête humaine qui est toujours une bête imparfaite. Il sait que le pouvoir sera nécessairement décevant, qu'entre les aspirations des premiers jours et le bilan des derniers jours, il aura l'impression d'avoir fait 2 ou 3 bonnes choses, d'en avoir raté la plupart, pour l'essentiel d'être passé à côté de sa vie en se demandant qu'est-ce que j'ai fait dans mes fonctions. Bon, donc ça fait partie de l'imaginaire propre à l'homme de droite. Je ne pense pas que c'est décourageant. C'est décourageant seulement si on est un homme de gauche qui se prend pour un homme de droite. C'est-à-dire si on pense changer la vie. Vous avez noté
le travail absolument remarquable d'Étienne Alexandre Beauregard. Je note, j'ai eu le plaisir de préfacer son livre, et je note qu'il y a une différence générationnelle probablement dans le rapport au libéralisme. Moi, globalement, je pense que c'est de Benjamin Constant, cette formule-là, mais je ne suis pas certain, qui dit que l'État se contente de nous rendre libres et nous nous contenterons nous nous chargerons d'être heureux. Ça me va. Moi, je suis assez libéral là-dessus, que l'État n'entrave pas exagérément, qu'il joue ses fonctions régaliennes, qu'il organise la société de telle manière à ce que d'assurer l'indépendance nationale, la cohésion du corps social et tout ça. Mais en dernier instant, je ne lui demande pas de prendre en charge de manière exagérée la part anthropologique de l'existence. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'il doit être modéré là-dedans. Il se peut que la nouvelle génération ait des attentes plus élevées en matière d'organisation anthropologique et culturelle et morale de la collectivité, mais vous me permettrez en ces matières de dire que je suis plutôt le dernier boomer, c'est-à-dire je crois à la sanctuarisation de l'intime, des libertés privées, et ainsi de suite, et je n'espère pas que l'État me rende plus heureux. Oui, bien sûr. Mais alors... Justement, je trouve que c'est un thème qui revient énormément dans vos ouvrages, qui est celui de la fin des libertés publiques. Oui. De ce point de vue-là, vous êtes en effet parfaitement cohérent dans un attachement au libéralisme, disons, politique. C'est, comme Marcel Gauchet, la peur d'un retournement de la démocratie contre elle-même qui vous anime particulièrement. Je ne le dirais pas dans ces mots-là, mais oui, je trouve que Gauchet a un travail absolument exceptionnel, mais je ne sais plus si la démocratie qui se retourne contre elle-même ou tout simplement quelque chose qui n'a rien à voir avec la démocratie et qui prétend s'en réclamer. Mais justement, est-ce que, vu que c'est au sein des démocraties libérales que surgit cette tendance liberticide, vous avez fait une liste dans l'ouvrage, mais tout à l'heure aussi brièvement en passant, de toutes les tendances antidémocratiques au sein des démocraties européennes, de la part de gens qui se réclament de la démocratie libérale. Vous avez des formules là-dessus dans l'ouvrage, du style la démocratie libérale, virgule, ou du moins ceux qui s'en réclament en son nom, des choses comme ça. Comment expliquer que ce soit systématiquement au sein des démocraties libérales que surgisse la volonté d'interdire un parti ? Je me souviens, je devais avoir 18 ans, étudiant au Royaume-Uni, l'apparition du terme discours de haine dans l'espace public, donc après 2015, le Brexit, 2016, élection de Trump, et la difficulté d'arriver à expliquer aux gens qui est que lorsqu'un régime se met à censurer, dans un contexte de la démocratie libérale, il ne dit pas « coucou, je censure ». Il cherche une nouvelle catégorie, donc des discours de haine, à partir duquel légitimer la censure par la suite. Donc comment expliquer que ces tendances-là ait précisément eu lieu dans le contexte des démocraties libérales, et n'est-ce pas là des démocraties qui se retournent contre elles-mêmes? Alors non, je vois les choses un peu autrement. Je pense que ce que vous nommez là, c'est la tentation totalitaire qui est inscrite dans la matrice, de manière intrinsèque dans la modernité. Donc la modernité porte en elle différentes possibilités. Il y a la démocratie libérale, qui normalement est accrochée à une anthropologie réaliste de l'être humain, une conscience du cœur humain, de la finitude humaine, des limites humaines. Et il y a la tentation socialiste ou communiste ou collectiviste utopisante qui consiste à vouloir décrocher le paradis du ciel, le ramener sur Terre et créer les conditions d'une forme de basculement dans l'histoire des hommes, d'une société imparfaite, une société délivrée du mal. Or, le fait est que la démocratie libérale, qui pourrait théoriquement mettre en scène différents camps qui s'opposent tout en sachant la limite de la portée de l'action publique, dès lors qu'apparaît un parti dit, parti au sens, ce parti-là sera un parti au sens à la Thibaudet, parti d'idées progressistes dans la société, socialisant, qui dit oui, on va jouer le jeu de la démocratie, mais pour porter tout autre chose, c'est-à-dire on va utiliser l'instrument démocratique pour accoucher d'une société nouvelle, sous le signe d'une forme de réformisme, réformisme de méthode, mais pas d'horizon. C'est pas la démocratie libérale, ici c'est la démocratie socialiste qui s'empare de la démocratie libérale tout en empruntant son vocabulaire, parce que c'est finalement plus payant. Moi, vous savez, j'ai un rapport au vocabulaire politique qui est un rapport quasiment tactique et sans investissement émotionnel des mots. Il y a des gens qui vont s'accrocher un mot nation, populisme, libéralisme, tout ça. Moi, je veux toujours savoir ce qu'on met derrière ça. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je constate que moi, qui m'est toujours... sincèrement, c'est mon côté profondément aronien, revelien, et ainsi de suite. Je suis très attaché à la démocratie libérale. Je constate que ce concept, aujourd'hui, sert à masquer... d'ailleurs, il se cache derrière l'état de droit une tentation explicitement liberticide. Bon. Alors, vous avez la formule état de droit divin. Oui, l'état de droit divin. Parce que un autre peut se dire le coup d'état de droit. Bon, l'état de droit divin. Mais oui, pour moi, c'est l'état de droit divin aujourd'hui. Donc là, on est dans ce moment où ces gens-là prétendent parler au nom de la démocratie libérale. Je pense qu'ils trahissent l'esprit de la démocratie libérale, mais encore une fois, j'y vois pas la démocratie qui se retourne sur elle-même, fait
comme une espèce de saut à l'arrière, du slalom, un peu de cha-cha-cha, puis il ne sait plus exactement qui elle est. Je veux dire, au final, puis par ailleurs, je nuancerais. La démocratie contre elle-même, quand Gaucher en parle dans ses ouvrages de la fin des années 90-2000, c'est une hypothèse absolument lumineuse qui permet de penser les premières contradictions au sein aujourd'hui, au sein de l'ordre post-89, alors qu'il se laissait seulement deviner. Bon. 30 ans plus tard, je pense qu'il faut simplement admettre que les gens d'extrême centre, mélenchonistes, si on veut aller dans l'autre camp, ce ne sont pas des démocrates. Oui. Ce ne sont pas des démocrates. On l'a vu au moment de l'assassinat de Charlie Kirk. Ah, oui, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que, certes, c'était exceptionnel, je l'ai vu des deux côtés de l'Atlantique. Certes, on n'aurait pas dû lui tirer une balle dans la gorge devant ses enfants. Surtout devant ses enfants. Parce que ses enfants n'avaient pas été là. Bon. Mais il faut convenir que c'est un homme absolument détestable. Une formule que j'ai entendue au Québec, c'est le meurtre horrible d'un homme horrible. Et là, puis on voit par ailleurs comment, de ce point de vue, on fonctionne encore, parce que ma grande obsession, quand même, c'est le fait qu'on vit quand même dans un univers qui est la poursuite de l'URSS par d'autres moyens. Oui, vous dites, en 89, l'esprit révolutionnaire a migré d'est en ouest. Oui, absolument. Et ce qu'on voit, c'est par exemple quand Kirk meurt, et là, la machine à produire le faux, mieux connu sous le nom du système médiatique dominant, commence à nous sortir une série d'idées qu'on prête à Charlie Kirk. On a l'impression, lorsqu'il entend parler, que c'est la version intellectuelle de Jabba the Hutt. C'est-à-dire, c'est le monstre absolu sur cette terre dissimulé derrière un visage de poupin d'Américain. Bon. Et là, on constate que la plupart, pour ne pas dire toutes ces phrases, ensuite on peut être en désaccord avec ce qu'il disait pour vrai, mais l'ensemble des phrases qui sont mises de l'avant sont tronquées, décontextualisé, recontextualisé, mal traduit. Que français parlait mal anglais à l'occasion. Surprise. Bon, c'est une bonne chose, cela dit, c'est la langue de l'Empire, il faut s'en tenir loin. Mal traduite, décontextualisé, recontextualisé, falsifié, mal rapporté, sur le service public souvent, pour la plupart du temps, et le système produisait du faux. Et là, puisque personne ne connaissait Kirk la veille, et le lendemain, on savait que c'était un individu absolument horrible qui était mort, certes, mais il aurait pu mourir autrement, mais quand même, mort, c'est pas si mal. Là, on voyait la machine néo-soviétique à produire du faux, nous expliquer que ce type, finalement, n'aurait jamais dû exister. Et je me rappelle, vous étiez vous-même, si je ne me trompe pas, une des émissions de la chaîne propagande officielle du service public, là, la 5. Vous étiez, je pense, 1 contre 6 ou 7, ou quelque chose comme ça. Et là, vous étiez même pas dans une posture de contradicteur idéologique, vous étiez dans la posture du correcteur bienveillant, qui rappelait un instant, ce que vous dites là est faux, ce que vous dites là est faux, ce que vous dites là est faux. Par ailleurs, puis vous avez très justement rappelé, puis c'est une chose qui est fondamentale, quand on explique qu'on a Hitler devant soi, eh bien, on veut tous être Stauffenberg et pas rater son coup. Donc, l'hitlérisation de l'adversaire pour ensuite nous dire qu'on ne doit pas lui tirer dessus, c'est de l'inconséquence. Si on a vraiment Hitler devant soi, on suspend la démocratie libérale et on prend les moyens nécessaires pour éviter un nouveau génocide, une nouvelle Shoah. Donc là, il faut quand même, à un moment donné, être sérieux. Mais donc, c'est... Et par ailleurs, j'y reviens, parce que ça me semble fondamental, je ne crois pas qu'on est aujourd'hui devant des démocrates dans tous les camps. Ils peuvent dire le mot démocratie s'ils le souhaitent. Quand on considère que la souveraineté populaire est fondamentalement toxique, quand on considère que les libertés publiques, ça c'est démocratie libérale, les libertés publiques peuvent être compromises dès lors qu'on a devant soi un discours dit de haine, discours haineux, tout ça, dès lors qu'on peut se permettre de persécuter les mouvances politiques sur le mode de la persécution bancaire, persécution juridique, faut arrêter, on n'est plus en démocratie. C'est pas les démocraties contre elles-mêmes, c'est les démocrates et les antidémocrates. Alors justement, on avait reçu ici Raphaël Dohan, dans lequel on avait parlé de la question de l'état de droit et de la question des référendums d'initiative directe, etc., de la démocratie directe au sens large. Et on était arrivé à une conclusion qui, moi, me paraît inévitable, qui est que le choix réside entre un état de droit restreint ou son abolition. Je m'explique. C'est-à-dire que la loi de Conquest, l'une d'entre elles de la politique, c'est qu'il faut toujours expliquer le comportement d'une bureaucratie par le cabal de ses ennemis. Donc c'est la façon la plus claire de comprendre comment elle agit. Si on était un mauvais démon qui conseillait les différents conseils qu'on a en France juridiques qui empêchent certaines lois d'être appliquées, il me semble que le pire conseil à leur donner serait de dire continuez à faire ce que vous faites et notamment continuez à annoncer et à censurer toutes les lois qui ont trait à la question de l'immigration. Parce que
Pour prendre la métaphore, disons, culinaire, on a une cocotte minute qui a un feu électoral sous elle qui ne cesse de monter, et la réaction juridique de ces conseils est de continuer à fermer à double, à triple et à quadruple tour la cocotte au-dessus. Oui. On sait comment ça se termine. Donc, la seule façon pour... Désaccord. Pause tout de suite. On sait comment ça se termine, pas nécessairement. Ça peut se terminer avec le peuple qui est maté, qui est démoralisé, qui est dépolitisé, et qui rentre chez lui en disant « on a encore perdu ». Mais c'est possible. Je pense que ce qui est plus probable en cas d'entêtement de la part des conseils constitutionnels notamment, c'est une explosion de violence dans la rue. Qui permettra ensuite de passer, ce qu'on appelle la répression type gilet jaune bis. Oui. Oui. Je pense que vous ne devez pas... Ensuite, personne ne le souhaite, évidemment. Mais je pense que vous ne devez pas sous-estimer le fait qu'un régime... Puis il y a quand même beaucoup d'avantages qui se jouent là-dedans. C'est pas être complotiste que de constater qu'il y a des avantages immenses qui jouent et personne n'a envie de remettre en question sa position. Je pense que si... Le scénario que vous décrivez, c'est-à-dire une nouvelle loi, la loi philippine, par exemple, le Conseil constitutionnel dit non, 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 il dit toujours non. À la fin, le peuple se démobilise. Si une frange du peuple se bascule dans la colère et la violence, n'oubliez jamais qu'un appareil sécuritaire, ça sert aussi à mater dans la population des éléments troubles qui seront alors présentés comme des militants d'extrême droite violents, ce qui seront peut-être, j'en sais rien, mais qui serviront à mater ça. Et là, soudainement, vous verrez que des vidéos de la vidéosurveillance, à l'identité numérique, si elle a dit un jour, à la reconnaissance faciale que certains souhaitent mettre de l'avant aujourd'hui pour lutter contre le trafic de drogue apparemment, et vous allez voir que l'appareil répressif de l'État peut servir en d'autres circonstances à mater les rebelles encore une fois. Je ne dis pas que nous allons dans cette direction, je dis que vous ne devriez pas sous-estimer cette hypothèse. Bien sûr. Alors, vous avez parlé dans votre ouvrage notamment de la période Covid et en quoi la gestion humaine et la gestion des masses était vouée à se pérenniser, en tout cas possible qu'elle se pérennise. On a reparlé ensuite de la question des Jeux Olympiques, dans lequel le QR code s'installait et se massifiait. Dans votre ouvrage, vous dites à un moment, on a beaucoup glosé sur les révolutions conservatrices de Thatcher et de Reagan. Il faut néanmoins constater qu'elles n'ont pas réussi à réduire la part de l'État dans les sociétés. Elles ont ralenti la croissance. Voilà. Oui, voilà. Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que j'engraisse, mais moins vite que d'habitude. Oui, c'est ce qui plairait pas à mon médecin. Non, absolument. Les médecins le détestent. Oui. Non, ce qui m'intéresse avec ça, c'est justement, à mon sens, une faiblesse dans l'argumentation libérale qui fait généralement de l'accroissement de l'État le résultat d'un complot des bureaucrates. Oh non, c'est pas un complot, c'est pas intentionnel. Oui, mais... C'est la dynamique naturelle des bureaucraties que de s'étendre. Alors, je voulais aller plus profondément que ça. Si on prend trois des plus grandes, au sens influentes, idéologies politiques de la modernité. Le communisme, le fascisme, le libéralisme. On a toutes qui ont pour effet un accroissement de l'État. Et on pourrait dire que la seule qui l'assume, c'est le fascisme qui écrit noir sur blanc, tout passera par l'État et qui a au moins pour lui, en quelque sorte, le mérite de la lucidité pratique. Tandis que le communisme, ce que les gens ne savent pas, parce qu'on a en tête évidemment l'expérience communiste, appelle à une abolition stricte de l'État ou un dépérissement qui, comme une branche qui n'aura pas de sève, finira par tomber. La dictature du prolétariat n'est qu'une étape avant l'abolition de l'État. Voilà. Dans les faits, on sait ce que ça a donné, les régimes les plus étatistes de l'histoire. Et le libéralisme, si on suit votre raisonnement avec Thatcher et Reagan, lui aussi aurait mené à une plus grande à ralenti l'accroissement de l'étatisation. Comment se fait-il qu'au sein de la modernité, l'État soit manifestement voué à jouer un rôle toujours plus grand et un accroissement toujours plus grand? Alors, dans la modernité, ou disons à partir du début des années du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on était en modernité aussi en 1890, bon... Je ne souhaite pas revenir là. Mais donc, le XXe siècle. Je pense que l'idéal, la modernité porte en elle-même l'idée d'une société absolument maître d'elle-même. Dès lors qu'il y a ça, ça vient avec le nécessaire développement d'un appareil technocratique qui est capable de planifier les différentes dimensions de l'existence parce qu'on considère qu'il y a une forme de rationalité supérieure dans une société qui n'est plus organique dans son mode de développement, une société qui est prise en charge, qui est balisée, colonisée administrativement, colonisée juridiquement par un système qui la civilise ainsi de l'extérieur. Au point, il y a presque une absorption de la société par l'État. Et avec ensuite un État qui est investi d'une forme de mission démiurgique, conjuguée au fantasme de l'auto-engendrement qui vient avec les modernes, qui consiste à dire que je ne serai que ce que je veux être. Il n'y a pas de limite naturelle, il n'y a pas de limite objective, économique, rien de tout ça. Donc, cette espèce d'un imaginaire de la toute-puissance. Or, la toute-puissance a besoin d'un vecteur pour se concrétiser, et de ce point de vue, c'est l'État. Bon.
Et il y a un changement dans le rôle de l'État qui s'opère dans les années 20. Ça, hein, on parlera plus des années 30. Fouillons une décennie plus tôt. On connaît la séquence du New Deal, mais avant le New Deal, il y a toute l'époque du progressisme américain. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette période-là? Il y a cette idée que justement, il faut que l'État se constitue désormais comme puissance civilisatrice. Alors, il ne s'agit pas de condamner l'idée de l'usage de l'État en soi. Là, je suis pas libertarien, pas anarcho-capitaliste, mais je constate que dès lors qu'on prête à l'État des fonctions au-delà du régalien, qu'on lui prête des fonctions qui relèvent de la question sociale, très rapidement, on quitte d'aider les miséreux à soutenir les classes moyennes, et là, étendez, la fonction ne cesse de s'étendre, et dès lors que il y a un changement dans la nature même de l'action publique. Donc, dans l'action publique, il s'agit désormais d'être capable de mobiliser suffisamment d'énergie pour être capable de détourner à son avantage une partie significative des ressources captées par l'État en fonction d'intérêts catégoriels qui se nommeront ensuite biens communs. Donc, je pense qu'on doit penser le fait que l'État a une tendance naturelle, c'est dans sa nature même une volonté de s'accroître dès lors qu'il est investi d'une forme de mission civilisatrice sur la société. Et avec une nuance, c'est que dans la mesure aussi où on a oublié et on est victime d'une forme de mystique de l'intérêt général ou du bien commun, et on oublie que l'État porte, même s'il y a une ambition régulatrice plus large, il est aussi le vecteur d'intérêt particulier qui se constitue à travers lui. Donc il y a aussi une forme de faillite de la sociologie dans la capacité de comprendre son fonctionnement. Je suis d'accord avec ça, et je partage cette inquiétude libérale, disons, de la psychologie du fonctionnaire ou du bureaucrate qui, en ayant créé un formulaire, doit créer... un formulaire de contrôle qui doit lui-même être contrôlé. Qui doit lui-même être contrôlé, donc équilibré par un autre truc qui va s'accroître, qui va ensuite se justifier et créer un millefeuille administratif, etc. Je suis sensible à cette critique. Il me semble que, par contre, c'est analyser la moitié du problème, parce qu'il y a un paradoxe qui est que tout le monde prétend détester la bureaucratie, il n'en est pas moins qu'elle ne cesse de s'étendre. Et que je pense que là, on analyse en quelque sorte l'offre, mais il y a aussi la demande. Et Robert Putnam, le sociologue américain, dans son dernier ouvrage Testament The Upswing, avait montré que la taille de l'État était en réalité une sorte d'appel d'air de la part des citoyens, et que c'est d'abord la désagrégation de la société civile qui appelle une place de l'État. Ça j'entends. Puis, alors, je vais même vous répondre pour les anglo-saxons et pour les Français. Évidemment, quand la société se détricote et tout ce qui reste, c'est l'individu, eh bien, évidemment que l'État va se prendre finalement pour le lien social. Oui. Ça, je pense que donc plus la société se détraditionnalise et plus elle s'étatise. Mais ce que je veux dire, c'est que certains font l'éloge de l'individu contre l'État, sans comprendre que si c'est un face-à-face, si c'est un contre un, c'est évidemment l'État qui va gagner. Et c'est pour ça que le libertarianisme, dans sa version mondaine et urbaine, est une pensée, je dirais même pas claudicante, mais cul-de-jatte et manchot. Mais certainement pas aphone. Donc, le fait est que le libertarianisme, sur le mode de la célébration névrotique d'un individu qui n'a rien qui est libre de toutes ses associations, c'est une faillite intellectuelle. Si on veut jouer à de quel libertarien es-tu? Alors là, il y a une subdivision, ce qu'on appelle les paléo-libertariens. Les paléo-libertariens, encore une fois, c'est pas mon école, puis je fais pas de l'entomologie, mais je note qu'ils existent. Et eux, que disent-ils? Ils disent justement, ils pensent ce lien entre liberté et corps social. C'est-à-dire qu'il faut que la société soit très dense pour éviter que l'État ne soit trop fort. Mais là, ça nous permet aussi de toucher une partie de la pensée même contre-révolutionnaire en France. Thibon disait, je souhaite une société avec un maximum de mœurs et un minimum de lois. Et si vous lisez, par exemple, Hippolyte Taine, qui est absolument génial et qu'on pourrait redécouvrir, bon, qui me fait penser souvent à Hayek, et d'ailleurs, il y a des intuitions communes. Eh bien, Taine montre comment le délitement progressif de la société favorise ensuite une étatisation de la société. On est à la fin du 19e siècle quand même. Il y a une phrase de Tacite sur ça qui dit un peuple qui n'a plus de mœurs fait des lois. Oui, donc il y a une forme de vérité historique qui revient en boucle. Donc ça, je suis d'accord. Donc il y a, oui, une forme de libéralisme urbain, appelons ça l'intellectualisation des caprices de chacun, qui va pas très loin. Mais par ailleurs, la résistance, entre guillemets, des éléments conservateurs comme Thatcher et Reagan, puisque vous les avez évoqués, c'est aussi, je crois, parce qu'ils n'ont pas, je ne dirais pas qu'ils l'ont pas compris, soyons pas arrogants, mais ils ont sous-estimé à quel point la social-démocratie, tout ça, n'était pas qu'une orientation politique, mais un régime.
Le fait est que ce qui s'est établi dans les années 20, l'État social au sens large, plus que la social-démocratie, c'est pas une option politique qu'on peut révoquer du jour au lendemain. Il transforme à ce point la nature du lien social, c'est immense, qu'il est très difficile ensuite d'en sortir et de reconstruire autre chose. Donc, ensuite, certains rêvent du clash libertarien. Ils voient l'État tomber, puis ils disent dans ce fouillis renaîtra une société plus libre. Ce que je note toutefois, c'est qu'aujourd'hui, puis même en France, dans la parenthèse, j'entends quelquefois dire en France, c'est l'État qui a fait la nation. D'accord, la nation française existait avant tous les machins qui ont fait les socialistes depuis Mitterrand. Puis la nation française existait par ailleurs avant le CNR. Puis la nation française existait avant le Front populaire. Je ne dis pas que tout ça est mauvais. Je dis simplement que en France, il y a une mystique étatiste qui, parce qu'on dit l'État a fait la nation, fait en sorte qu'on devrait chaque fois applaudir l'État qui se mêle d'absolument tout et qui, entre-temps, vous fait les poches, et même les poches des cadavres. Quoi qu'il en soit. Mais je reviens sur cet élément. Je pense qu'il faut penser l'État social comme un régime qui modifie la nature même du lien social. Ensuite, on peut considérer, ou non, c'est une question d'analyse, que cette modification du lien social génère des pathologies telles qu'il faut entreprendre de sortir mentalement de cela. Quoi qu'on pense de la séquence du personnage Trump, il y a des mouvances qui s'agrègent autour de lui, qui font un procès des excès de l'étatisme assez poussé. Je laisse de côté, encore une fois, puisqu'on l'a déjà évoqué, Curtis Yarvin et la droite nietzschéenne, et tous les espèces de types bizarres, imberbes, qui se prennent pour des surhommes. Donc c'est une tendance qui a commencé avec Nietzsche, les gens qui parlent le surhomme tout en ne méritant pas trop de qualificatifs. Je crois que c'est Chesterton qui disait « Nietzsche se prend pour le surhomme, mais a peur devant une vache. » Donc... laissons cette crise d'adolescence de côté, mais par ailleurs, constater qu'il y a une pathologie, mais même ensuite, de manière très prosaïque, dans l'enrichissement de chacun. Une chose qui me frappe en France, mais ça, je le dis comme nord-américain, c'est quand quelqu'un veut s'enrichir ici, dans les classes moyennes, le premier réflexe, je sais pas si c'est le réflexe, mais à tout le moins, ce qui a été conditionné, ce n'est pas, comment je peux travailler davantage pour être capable d'enrichir ma famille, c'est de quelle manière l'État peut augmenter mon pouvoir d'achat. Oui. Le simple fait que cette question apparaisse dans l'esprit de quelqu'un me semble absolument étonnant. J'ai l'impression d'être ici devant une espèce de frontière épistémologique, un choc culturel insurmontable. Je dis, comment l'État peut-il m'aider? Mais qui me fiche la paix, l'État! Je veux dire, à la rigueur, qui assure les institutions de base, que si je suis très malade, qu'ils prennent ça en charge, qui s'assure que la transmission de la culture s'opère correctement, qu'ils ne balisent pas exagérément les libertés publiques, la liberté de parole des uns et des autres. Mais non, quand on en a envie... Quand l'énergie, vous noterez bien, l'énergie des citoyens est canalisée de telle manière à s'organiser pour être capable de prendre leur part des ressources publiques plutôt que de maximiser la prospérité des uns des autres. Le grand rituel français, quand on reçoit le calendrier de l'année, c'est de voir les jours fériés pour caser ses ponts et prendre ses vacances. Mais je sais, mais c'est... Encore une fois, ça, je confesse là-dessus, moi qui suis pas très anglo-saxon, je confesse à tout le monde que sur ça, je suis très nord-américain. Alors justement, c'est une question, on a réussi ici... Jonathan Pajot dans une conversation que j'ai trouvée absolument lumineuse et donc Étienne Alexandre Bourgard plus récemment. Vous êtes les Québécois sont partout. Voilà, il y a une épidémie de Québécois sur transmission, épidémie qu'il faudra mater sanitairement avec vigueur. Prendre les moyens. Prendre les moyens qui s'imposent. Est-ce que vous avez parlé de choc culturel? Ça m'intéresse beaucoup de voir le regard porté sur la France de l'étranger. Et donc, pour la troisième fois, ou troisième Québécois, quelles sont, vous, les différences culturelles, outre ce rapport à l'État, qui vous frappent quand vous percevez la France en tant que Québécois? On va y aller d'abord avec les compliments, parce qu'ils sont importants. Oui, on a le droit aux deux, à chaque fois j'insiste. Alors non, je pense qu'il y a quand même la France, pour le meilleur et pour le pire, au cœur de sa vie publique, quand même, une volonté d'expliciter le fond des choses. C'est-à-dire, il y a un pragmatisme nord-américain, et plus encore québécois, qui peut être assez étouffant, qui consiste à dire que l'horizon indépassable de l'existence, c'est l'organisation de la vie quotidienne. Et puis, avec des formules... une espèce d'esprit d'accommodement exagéré avec la médiocrité de l'existence. Bourgard parlait de réflexe consensualiste. Oui, puis avec des... il y a toujours moyen de moyenner, puis rien qu'à voir, on voit bien. Et puis, cette espèce d'idée qu'il faudrait quand même pas aller trop loin. Le peuple québécois... par exemple, la difficulté à prendre au sérieux sa propre disparition, alors qu'en ce moment, on est dans une dynamique dans le Canada où à l'horizon du présent siècle, les Québécois francophones pourraient devenir minoritaires en leur propre pays.
Tout ce qui nous a sauvés au fil de l'histoire, c'est qu'il y avait au Québec une masse démographique de plus de 80% de Québécois, de majorité historique francophone, on dit chez nous, qui contrôlaient l'État puis qui faisaient en sorte qu'on était capable de se... C'est un État incomplet, un État provincial. Et là, maintenant, il y a une forme de pragmatisme un peu bizarre qui dit les vraies affaires. Les vraies affaires, c'est tout ce qui touche le quotidien. C'est... Les vrais sujets, ouais. Donc, on a ce défaut-là. Ensuite, la France, il y a une vitalité française aussi, quoi qu'on en dise. Il y a même dans cette société qui va mal, je dirais, elle chute de tellement haut qu'elle est encore à bon niveau. Oui, il y a une qualité humaine française. Ça, je pense qu'il y a un sens de l'amitié ici qui me frappe. Les relations nord-américaines sont des relations qui peuvent se nouer beaucoup plus rapidement, mais qui se dissolvent aussi rapidement. Ça me frappe, alors que l'amitié en France a une densité qu'elle n'a pas en Amérique du Nord. Il y avait une comparaison assez drôle qui était de dire que chez les Français, on a une culture noix de coco et les Américains ont une culture pêche. Donc, pêche, le début est très facile et tout le monde est amazing et wonderful et génial. Mais avant d'avoir une conversation un peu sérieuse et avant qu'on ait une réelle amitié qui consiste à est-ce que je vais aider mon ami à déménager, par exemple, et il y a des vrais critères de bascule. Là, vous pouvez attendre longtemps. Par contre, dans le contexte français, vous croisez le Parisien dans le métro ou le serveur, vous vous dites manifestement ce type me déteste, il n'en a rien à faire de moi, il fait pas semblant en tout cas. Mais ensuite, on peut basculer peut-être plus rapidement dans une amitié réelle et franche et sincère. Le rapport à l'amitié, moi, je le trouve absolument fascinant. Il y a une richesse dans l'amitié française. Mais ça, je remarque depuis, la France me passionne depuis mes premiers jours. J'y viens très régulièrement. J'y viens comme étudiant depuis 2004. J'y viens très régulièrement à plusieurs mois par année depuis 2014. Et puis, je m'y suis installé depuis 2021. Et ça, c'est une chose qui ne s'est jamais démentie. Je trouve que c'est absolument fascinant. Il y a aussi, par ailleurs, et ça, pour un Québécois, c'est toujours étonnant, le sentiment de peser dans le monde. Les Français se disent quel est le rôle de la place dans le monde. Le rôle de la France dans le monde. Les Québécois se posent pas cette question-là. Ou ceux qui se la posent sont un peu mégalos, franchement, soyons honnêtes. De temps en temps, dans les années 2000, il y avait le modèle québécois. Apparemment qu'on avait un type d'humanité à ce point original que l'humanité pourrait s'inspirer de nous dans son ensemble. Je serais plus modéré. Il y a par ailleurs, et là c'est le drame français aujourd'hui, je trouve, dans la philosophie politique, il y a une puissance de conceptualisation dans la vie intellectuelle française qui est essentielle et qu'on ne retrouve pas nécessairement aux États-Unis. Les États-Unis sont plus empiriques, les Américains sont plus empiriques et ainsi de suite. Il ne faudrait pas toutefois que tout ça tourne à vide. Il y a un côté hors-sol du français. Oui, puis quelquefois c'est le paradoxe français, c'est qu'aujourd'hui c'est une nation qui croit avoir une vocation universelle, mais qui risque de se provincialiser à croire qu'elle est au cœur du monde. Absolument. Mais c'est intéressant parce que quand je donne des conférences en dehors de la France, donc peut-être en Europe ou dans le monde anglophone, il y a quand même, on sent une attente. C'est-à-dire quand c'est pour parler de wokisme, par exemple, ils se tournent vers nous en disant et vous avez réussi, vous, comment vous faites par rapport au wokisme? Oui, bien sûr. Ils ont encore ce regard-là sur la France qui est peut-être décalé d'ailleurs. Non, mais j'ai pour moi dire que ce qui se passe, par exemple, à Stockholm, se passe à Stockholm et c'est terminé. Ce qui se passe, je sais pas moi, entre nous, à Zagreb, c'est très important pour les gens de Zagreb, mais c'est tout. Ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Londres, ce qui se passe à Washington, se passe partout sur Terre en même temps. C'est-à-dire ce sont des villes témoins du mouvement du monde. Et encore une fois, de ce point de vue, j'aurais pas le culot de dire que Montréal est dans la même situation. Donc, non, je pense qu'il y a une attente par rapport à la France. Ça, j'en ai absolument aucun doute. Le fait est même, le fait est que j'y vis, c'est-à-dire qu'il y a une vitalité propre. Je vous dirais même pour les jeunes intellectuels québécois, je le dis parce que j'ai quand même quelques amis que j'ai... Qui me font la gentillesse de me dire me voir sur des gens que j'ai formés d'une manière ou de l'autre, qui viennent me voir de mon côté de l'Atlantique, et je note qu'en l'espace de 24 ou 48 heures, il y a une forme d'éclosion. C'est assez particulier, c'est-à-dire le contexte québécois. Quand ils arrivent à Paris, parce que dans la vitalité intellectuelle, parce qu'il y a une forme de circulation au sens non sexualisé, il y a une libido qui circule partout, qui est assez fascinante, où les gens se disent qu'est-ce qui se passe, il y a une vitalité de partout, tout ça. Donc, on sort du confort morne de la province, et là, il y a une vitalité. Et pour un jeune intellectuel comme ça, il y a le sentiment, soudainement, qu'il est dans un univers de possibles mentaux qui n'existait pas nécessairement, peut-être même pas seulement au Québec, mais en Amérique du Nord. Hein, parce que l'Amérique du Nord, terre du prosaïsme, souvent. Donc, non, mais les deux mondes génèrent leurs propres attentes. À part la dimension trop intellectualisante au risque d'être hors sol, est-ce que vous avez d'autres critiques un peu juteuses à nous adresser ?
Ah, votre fiscalité est absolument soviétique. Non, mais j'y tiens. Ne me croyez pas que c'est secondaire. Je veux dire, moi je n'ai jamais été aussi libéral que depuis que je suis ici. Je l'étais déjà de tempérament. J'étais de ceux qui n'aiment pas payer leurs impôts. Vous savez, le cocu content de droite qui dit « ça me dérange pas de payer les impôts pour peu qu'on ait de bons services publics. » Non, moi, j'ai jamais été là-dedans. Moi, je déteste payer les impôts. Je trouve ça insupportable. Genre que l'État prenne sa part, mais qu'il cherche pas à me faire croire que c'est une belle journée. Bon. Mais j'arrive en France, je suis au seuil de l'anarcho-capitalisme. Je veux dire, je multiplie les formules qui paient ses impôts, volent sa famille. J'ai présenté ici dans je me rappelle la face à l'info, je l'avais dit, qu'est-ce qu'une augmentation d'impôts? C'est un toucher rectal à froid avec un gant de crin. Bon, donc le fait est que, au contact de la société française, mon antifiscalisme primaire se développe de manière névrotique. Comme en témoigne d'ailleurs mon état d'esprit semi-hystérique en ce moment. Absolument, tout à fait incontrôlable. Donc ça, ensuite, je pense que il y a par ailleurs dans la vie politique française d'aujourd'hui, c'est l'envers du temps du gaullisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le décrochage entre une élite qui se méfie de son peuple et qui presque le déteste. Ça, je trouve ça effrayant. Je crois que la France porte en elle la possibilité d'un autre destin, mais l'espèce de néo-giscardisme radicalisé sous le signe du... Enfin, un mélange, une hybridation de néo-giscardisme radicalisé et de néo-rocardisme radicalisé d'une France qui était censée rassembler 2 Français sur 3, là, mais qui rassemble un Français sur 3, 1 sur 5, qui est le macronisme agonisant. Je trouve ça triste. Ensuite, je veux croire que... Ça, je suis convaincu d'une chose, cela dit. Vous me disiez tantôt que j'étais un peu... je pouvais pousser à la déprime. Plus ou moins. C'est-à-dire que mon optimisme tient dans la certitude suivante. L'Empire romain est tombé, donc la Macronie tombera. Si c'est le souci. Et le progressisme technocratique tombera pour dépersonnaliser le propos. Ensuite, les phases de transition sont pas toujours agréables. Donc, il appartient à ceux qui se veulent élite de rechange d'être capables de se préparer mentalement à exercer des responsabilités en restaurant véritablement non seulement l'imaginaire, mais la pratique démocratique. Si on y croit. Bon, je suis de ceux qui y croient. Les questions de fin systématiquement sur transmission sont y a-t-il un ouvrage que vous auriez aimé avoir lu plus tôt? Ah ah! Je l'ai apporté! Formidable. Donc, Alexandre Zinoviev, l'occidentisme, dis-je, essai sur le triomphe d'une idéologie. Mais j'ai apporté celui-là, mais j'aurais pu en apporter d'autres. De Zinoviev, parce que alors, la grande question, Beauregard dit dans le début de son livre, Anti-civilisation, la question de la décadence est la grande question de notre temps, globalement. Je suis assez d'accord, mais avec une nuance. Moi, la grande question, mais c'est peut-être un effet générationnel de néo-boomerisme, la grande question, pour moi, c'est quand même celle du totalitarisme. Et de l'identité, puisque c'est avec l'identité qu'on résiste au totalitarisme, mais... Je suis hanté par le fait que le totalitarisme toujours renaît. Je ne crois pas qu'on a mis un terme à cela. Ça se sent beaucoup dans vos travaux. Ouais. Ça m'obsède. Je le crois inscrit dans la... Je pense même que c'est la pente naturelle de la modernité. La vérité, au fond de moi-même, je pense que c'est la modernité laissée à elle-même culmine dans une forme de fondamentalisme de la modernité qui devient totalitaire. Et donc ça m'obsède. Et j'ai travaillé cette question-là avec des gens comme Orwell, Köstler, Solzhenitsyn, et ainsi de suite, souvent des écrivains d'ailleurs. Et j'ai découvert plus récemment, alors c'était dans ma bibliothèque depuis longtemps, je précise, c'est-à-dire j'avais acheté les Zinoviev, parce que je me disais ce serait bien que je le lise. Et la première fois que j'ai cherché à le lire, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années, il m'avait un peu ennuyé. Je me disais, je comprends rien, ça m'énerve. Et non pas cet été, il y a peut-être 1 an et demi, je me dis, il faudrait que je le relise. Donc je m'y remets. Et là, c'est l'autre pôle de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn étudie le goulag, donc le point de concentration maximale du totalitarisme. Zinoviev cherche à penser le totalitarisme au quotidien. De quelle manière il modèle l'intimité des uns des autres. Et cette espèce d'expérience du totalitarisme au quotidien, je trouve ça, quand il s'intéresse aux soviétiques, c'est absolument passionnant. En plus, un dissident de l'ère brejnevienne, comme on dit. C'est quelque chose. Ensuite, après la chute du mur, il a cherché à voir de quelle manière la tentation totalitaire se redéployait, se réinventait en Occident. C'est un sentiment que j'ai toujours eu, d'aussi loin que je me souvienne. J'étais au cégep, donc c'est entre le secondaire et l'université chez nous. Puis c'est là que j'ai eu la première fois l'intuition, je m'en souviens, que finalement, l'Occident gagnait la guerre froide, mais Foucault a gagné à l'intérieur du monde occidental. Je me rappelle, c'est là que j'ai forgé la première fois la formule qui m'a hanté pendant des années ensuite de Marx à Foucault.
Et donc là, Zinoviev fait partie de ceux qui, parmi les premiers, ont vu que la logique totalitaire se redéployait en Occident. Donc je l'ai lu tardivement. J'aurais aimé le lire plus tôt. Ça m'aurait probablement épargné bien des contorsions, des chemins, tout ça. C'est pas une lecture facile. Il a son propre style. Comme souvent, comme c'est le cas de bien des écrivains qui veulent décrire une réalité absolument monstrueuse, il est quelquefois obligé d'inventer son propre langage pour décrire ce qu'il veut décrire, pour raconter ce qu'il veut décrire. Il n'en demeure pas moins que c'est absolument passionnant. Je m'y suis plongé. J'en ai amené un parce que ça parle un peu plus de notre temps, mais c'est une œuvre absolument immense qu'il vaut la peine de traverser. Et alors, vous ferez sans doute le lien avec le totalitarisme, mais pourquoi est-ce important de lire tout court, particulièrement pour ma génération? Alors, vous avez été, vous, là, les Han, vous avez été socialisés. Quoi, les Han? Les jeunes. Ah, les jeunes, ah oui, pardon. Voilà, je l'ai dit à la Canadienne française. Parfois, nous, on dit les Jones pour se moquer de... Ah non, nous, c'est nos arrière-grands-parents qui disaient les Han! Bon, Ah alors, oui, d'accord. quoi qu'il en soit, la jeune génération, mais c'est effrayant, en fait, c'est votre ami, je pense, de Tombe qui le nomme, c'est une psychologie, une psyché qui est formée intégralement par le numérique, par les stimuli débiles qui viennent de tel... Oui, l'ouvrage de Baptiste de Tombe là-dessus est Voilà. très important. Donc, ça, je pense que... Donc, la lecture a une vertu fondamentale, mais je vais avoir là vraiment papine, mais c'est vous vous concentrez sur une seule chose à la fois. Vous ne faites pas 78 choses à la fois, il y a une chose. Soit vous lisez, soit vous lisez pas. Donc d'abord et avant tout, c'est l'occasion de réapprendre à se concentrer. Ensuite, quoi qu'on en dise, c'est l'occasion de ne pas penser strictement dans l'instant. J'ai eu l'ami qui va se lancer en politique bientôt, qui se repolitise à marche forcée, parce qu'elle a des convictions, mais elle n'avait pas pensé à ça depuis longtemps, qui m'envoie, je pense, 3000 vidéos TikTok par jour. Puis elle trouve des choses très bien, j'en doute pas, mais au final, c'est quand même des vidéos de 38 secondes. Souvent moins. Ou moins, vous voyez l'idée, là. Oui. Donc, moi, je trouve ça assez des réels, on dit, des réels, là, enfin, Oui. ça là. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que le fait de prendre le temps de lire, c'est se construire une culture authentique qui permet, d'ailleurs, sur le temps, si on a un peu la passion historique, de mettre en perspective les événements que nous vivons. Si on a la passion philosophique, c'est de revenir à l'origine des querelles qui nous traversent. Si on a la passion de la littérature, c'est aller dans la singularité fondamentale de toute existence humaine. Si on pourrait, de la sociologie, c'est voir comment il y a des règles qui constituent l'ordre social au-delà de la diversité anarchique des comportements. Donc, je pense que c'est toute une manière tout à fait honorable de traverser l'existence. Et franchement, j'en parlais avec un collègue récemment au boulot. Il me disait, j'ai de la difficulté à lire en ce moment parce que j'ai toujours le choix entre une série et un livre, puis je préfère la série. Moi, c'est le contraire. Je suis en retard sur un nombre incalculable de séries parce que entre une série et un livre, je veux lire le bouquin parce que j'ai l'impression que si je ne le lis pas, il me regarde de manière tout à fait sévère. Il me dit, espèce de petit inculte, qu'est-ce que tu fais là de ne pas me lire? Tu veux vraiment t'amuser à regarder la 4e ou 5e saison de Yellowstone avec Kevin Costner alors que tu m'as pas encore lu? Sale raté, lis-moi! Et là, je dis, d'accord! Et je me tourne vers lui et je le lis. C'est excellent. Mais je sais pas s'il y a encore ce surmoi... du livre qui nous juge, qui nous hante encore assez. Oui, non, mais le fait est que cela dit, je parle du point de vue de l'école québécoise, parce qu'en France, la vue où le système de l'éducation nationale se tient quand même beaucoup plus ici qu'ailleurs, il ne faut pas se tromper. Moi, je disais souvent, je plaidais à dans l'école québécoise où il y avait le cul de la tablette et ces machins choses. Oui. Je vous devais imposer chaque jour une demi-heure de lecture en classe. Oui. Silence absolu, lecture. Pour réapprendre aux gens... Se concentrer. Mais c'est un truc de base. C'est au niveau de la dopamine, quasiment. Ouais, c'est juste élémentaire. Mais pour le reste, c'est quand même plus agréable de lire que faire autre chose. Oui. C'est globalement, on en sort un peu moins con, ce qui est plutôt bien. Alors, il faut lire notamment, et là j'ai pris ma brouette pour déplacer l'œuvre française de Mathieu Bocktes. Il y a également une œuvre québécoise, mais je ne suis pas assez musclé et je ne l'ai pas encore lue. Je vais la faire brièvement dans l'ordre, une généalogie de votre œuvre. Alors, on l'a évoqué brièvement, le multiculturalisme comme religion politique, qui est votre premier en France, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions du CERF, dans lequel c'était votre thèse en partie adaptée en ouvrage, donc le glissement du marxisme classique, disons, de Marx à Foucault, vous l'avez dit, et également un chapitre que je souligne sur le conservatisme est-il une pathologie, un préfascisme, etc. Ensuite, l'empire du politiquement correct, paru quelques années après, dans lequel vous analysez notamment le rapport à la langue et au langage. Et ça, d'ailleurs, vous avez un côté foucaldien ou postmoderne de droite, une passion pour le langage, pour que quand le régime parle de faits divers, pourquoi est-ce qu'il utilise le terme faits divers, etc. Ensuite, il y a votre trilogie aux presses de la Cité, la révolution racialiste et votre virus idéologique, dans lequel vous parlez plus explicitement de wokisme. Le mot commençait à apparaître en France à peu près à cette époque-là.
Le totalitarisme sur le goulag, qui est l'avant-dernier dans lequel vous creusez cette même analyse et notamment la tentation totalitaire au cœur de la modernité et de notre époque. Et là, plus dernièrement, sorti en ce moment, Les deux Occidents. Mathieu Bocoté, c'était un plaisir, merci beaucoup. Merci infiniment. À une prochaine fois avec joie. Avec joie. Et pour ceux qui nous regardent encore en ayant sans honte le fait de ne pas être abonné, ayez honte. Comme les livres, le bouton abonnement vous juge en vous regardant. Et diffusez l'entretien, mettez le pouce bleu comme disent les affreux youtubeurs et aidez Transmission à croître. On espère pouvoir recevoir encore de grands invités grâce à ça, comme Mathieu Bocoté. Merci beaucoup, à une prochaine fois avec joie. Merci infiniment.